capables de la Wallonie, les travailleurs doivent se lever. Nous vivons dans une société de violence, de la violence institutionnalisée qui rapporte du profit et que personne n'a l'air de contester. Et on doit savoir dans ce pays que les travailleurs sont capables de se mobiliser lorsqu'ils sont agressés de cette manière-là. Quand le syndicat séquestrait les patrons. Raymond Coumont, Mémoire d'un syndicalisme. Un podcast de Colline Grandeau. Nous considérons que dans le système capitaliste, la légalité qui est établie est une égalité qui est établie par des bourgeois et pour des bourgeois, que les travailleurs n'ont rien à attendre d'un type de légalité comme celle-là. Et dans une société comme la nôtre, le rapport de force ne peut s'établir qu'en dépassant la légalité. Épisode 6. C'était bien une justice de classe. Le syndicat face aux tribunaux. Précédemment, nous avons développé le récit de plusieurs actions qu'a mené Raymond Coumont dans le Brabant wallon. Certaines se sont soldées par des procès. En effet, la frontière de la légalité est vite franchie quand on fait de l'action syndicale de cette manière. En assumant et en revendiquant devant les juges les actes qu'ils ont commis, Raymond dénonce une justice injuste, fabriquée par la classe dominante pour servir leurs intérêts. Dans cet épisode, on parlera de deux affaires. Celle de l'entreprise du Bru, dont les deux patrons ont été retenus, je mets ça entre guillemets, dans leur bureau, et celle du journal français Le Parisien Libéré, qui va se faire imprimer en Belgique alors que son personnel est en grève en France. La première fois où on a été confronté à des actions en justice qui ont débouché sur des procès, c'est Le Parisien Libéré et du Bru. En fait, l'entreprise du Bru, nous avions décidé de séquestrer les deux patrons. Et on est intervenu avec une cinquantaine de militants venant de toutes les entreprises du zoning de Nivelles et de la région. Et on les a retenus dans leur bureau pendant une journée complète. Et l'ambiance n'était pas agressive. Les patrons, ils ne trouvaient pas ça très agréable, évidemment, mais ils n'étaient pas agressifs vis-à-vis des gens, essayant d'expliquer pourquoi il fallait qu'ils licencient, comme toujours les mêmes arguments, évidemment. C'est en licenciant 10 personnes, on va sauver toutes les autres. Et à un moment donné, se passe quelque chose de complètement inattendu. Un des deux patrons, M. Marit, dans les conversations avec les délégués qui étaient là, dit « J'espère que vous me libérerez relativement vite, parce que ce soir, je vais à l'opéra. » Vous allez à l'opéra, vous aimez l'opéra? Oui, non seulement il dit « je vais à l'opéra », mais je chante. Vous chantez? Oui, oui, je chante le bel canto, tous les grands airs connus, etc. Ah oui? Allez, vous racontez des blagues, là. Oui. Pourquoi? Montrez-nous que vous êtes capable de chanter le bel canto. Et effectivement, il se lance dans un certain nombre de chants, Barbier de Séville, etc. Et il chantait vraiment excessivement bien. Et donc, à un moment donné, de manière tout à fait inattendue, alors qu'il arrêtait de chanter une chanson, il y a un de nos militants qui commence, lui, à en chanter une autre. C'était Tino Anatelli, le délégué de Sépébourg, qui lui aussi chantait. Mais nous ne le savions pas. Et il a commencé à chanter, et ils ont fait une espèce de compétition pour savoir lequel montrait le plus haut dans les airs, etc. Et ça a duré. Tous les gars qui étaient là étaient vraiment sidérés. Et puis, pour finir, de façon assez comique, comme ça, il y a un délégué qui a dit « écoutez, moi, j'estime qu'il y a un match nul, qu'ils ont bien chanté tous les deux, et qu'il n'y a pas de gagnant ni de perdant. » Et puis, ça s'est terminé comme ça. Et puis, ils ont parlé opéra, Anatelli et le patron, et puis voilà. Et puis, ensuite, en fin de journée, on a finalement eu un accord d'une négociation sérieuse
avec la délégation syndicale de l'entreprise. Mais le collègue de M. Marit, là, celui qui ne chantait pas, n'avait pas quand même très fort apprécié d'être... et je crois que leur avocat les avait convaincus de porter plainte pour prise d'otage et séquestration. Ce qu'ils ont fait. Donc on s'est retrouvés en justice par la suite. Et l'affaire du bel canto, évidemment, a été déterminante dans la décision du juge pour considérer s'il y avait ou pas une prise d'otage. C'est-à-dire? Quand nous sommes passés au tribunal en appel, le juge d'appel avait remarqué qu'il y avait eu cet incident-là, si on peut appeler ça un incident. Il nous a appelés tous les deux à la barre, Marit et moi, et il dit « Monsieur Marit, je vois dans les PV du procès en première instance que pendant l'occupation, vous avez chanté. Mais oui, Monsieur le Président, je suis un amateur de bel canto et j'ai chanté, d'ailleurs avec Monsieur Anatelli, qui etc. Ah oui. Donc vous chantiez, Monsieur Marit, pendant votre séquestration. Et oui, eh bien, lui dit le juge, suffisamment fort pour que tous les premiers rangs, les avocats, etc. l'entendent, et pas assez pour que le bout de la salle l'entende, mais ça a fait une traînée de poudre, évidemment. Et on s'est tous bien marrés. Donc ça n'a pas empêché le juge, et il a aggravé nos peines. Donc de 3 mois de prison, on est passé à 6 mois, et puis une amende plus élevée, mais il n'a pas retenu la prise d'otage. Et il n'y avait pas une histoire comme quoi la porte était ouverte? Ah oui, ça c'est en première instance. Ah. Donc en première instance, sur cet incident-là, le juge m'a interrogé à un moment donné en disant « Monsieur Coumont, vous reconnaissez avoir organisé une prise d'otage ?» Je dis « Absolument pas, la porte était ouverte. La porte du bureau était ouverte. » Oui. Mais si Monsieur Marit et son collègue vous avaient demandé de sortir, qu'auriez-vous fait? Donc là, c'était la question piège, évidemment. Si je dis, on les aurait sortis, tu avais des centaines de militants qui étaient dans le palais de justice qui auraient hué en disant de quoi? Bien sûr que non, qu'on ne les aurait pas laissés sortir. Hein? Et si je dis non, alors je fais une prise d'otage. Donc j'ai dit, ils n'ont pas demandé. Non, d'accord, ils n'ont pas demandé. Mais s'ils l'avaient demandé, qu'auriez-vous fait? Ils n'ont pas demandé. 3-4 fois. Mais oui, mais j'entends bien qu'ils n'ont pas demandé. La question que je vous pose, c'est s'ils l'avaient demandé, qu'auriez-vous fait? Je dis, ils n'ont pas demandé. Je dis, asseyez-vous. Voilà. Alors, on va parler du Parisien libéré. Mm-hmm. Et est-ce que pour toi, ça s'inscrit aussi dans les nouveaux types d'actions? À l'origine, on est sollicité par le syndicat français, donc la CGT, pour les aider dans la grève qu'ils mènent depuis plus d'1 an en France. En fait, à cette époque, il y a une véritable révolution dans les techniques d'imprimerie. Et donc, le patron du Parisien libéré, Amaury, veut rassembler toutes ces unités de production dans une seule unité moderne et ferme donc tout ce qui doit être fermé selon lui. C'était une imprimerie qui occupait plus ou moins 500 personnes. Et le syndicat du livre affilié à la CGT se lance dans une grève avec occupation de l'imprimerie. Et les imprimeurs belges ont été contactés par Amaury, qui leur demande d'imprimer le journal en Belgique pendant la grève. Donc le syndicat français contacte nos organisations nationales, nous demandant donc de mettre fin à cette impression. Donc c'est un nivel qui arrive
les films qui servent à l'impression, etc. Et on intervient de manière tout à fait classique, c'est-à-dire demande d'entretien avec la direction de l'entreprise en leur demandant d'arrêter l'impression du journal parce que nous considérons que c'est inacceptable de casser une grève qui a lieu en France en se substituant aux travailleurs. Après 2 négociations, on est dans l'impasse absolue. Ils nous envoient promener. Ils sont d'autant plus forts que le syndicat sur place est réduit à la portion congrue. On a des affiliés, mais on n'a pas de délégation syndicale en tant que telle. Et donc, placé devant cette impasse, on réfléchit en disant, bon, ben maintenant, on n'a plus le choix, on va occuper l'entreprise et empêcher les rotatifs de partir, et surtout empêcher en fin de nuit les camionnettes françaises qui font la route entre Nivelles et Paris pour aller distribuer le canard. Et donc nous décidons d'envahir l'entreprise, de l'occuper, mais nous savons qu'elle est gardée par la gendarmerie. Ils avaient donc bloqué l'entrée de l'entreprise qui donnait sur la rue, mais n'avaient pas imaginé qu'on pouvait passer par l'arrière, et qui était donc une haute palissade, mais pour laquelle il fallait traverser les voies du chemin de fer pour pouvoir y accéder. Et c'est évidemment ce que nous avons fait. Donc on s'est tous concentrés le long de la voie du chemin de fer vers minuit, comme ça, au moment où ils étaient en plein travail sur le Parisien. Et nous sommes entrés dans l'entreprise. Les gendarmes qui ne s'attendaient pas à nous voir débouler derrière eux ont été rapidement balayés. On a percé les pneus des camionnettes qui devaient conduire le Parisien et dans la foulée, celle des gendarmes, parce qu'on ne s'était pas rendu compte que c'était celle des gendarmes. On croyait qu'ils avaient des gazettes dans leur camionnette aussi, mais ce n'était pas le cas. Donc, dans l'entreprise, on a arrêté la rotative qui imprimait le journal. On a versé quelques seaux d'encre sur les rouleaux d'impression. Il y a eu effectivement quelques bousculades, les patrons ayant essayé de nous empêcher d'entrer. Voilà. Et on a répandu tous les journaux déjà imprimés dans la cour de l'entreprise. Et puis nous avons occupé, en disant, voilà, vous allez maintenant négocier avec nous, puisque vous êtes là. Donc on les a séquestrés. Ouais. S'ils n'avaient pas été là, ils n'auraient pas été séquestrés, évidemment. Et toute la nuit, on a négocié avec le patron pour lui expliquer que de toute façon, quoi qu'il fasse, nous reviendrions et qu'il devrait s'attendre à tout moment à une intervention de notre part de ce type-là. Et en fin de nuit, il y a finalement eu un accord et l'impression a cessé après un jour ou deux. Et le procureur du roi, qui faisait également partie de la bande des bourgeois cathos de Nivelles, s'est saisi de l'affaire, a porté plainte. Je ne crois pas que c'est l'entreprise qui a porté plainte, je crois qu'ils ont laissé faire le parquet, parce que le parquet peut se saisir d'office de toute cause où il estime que la loi a été bafouée, etc. Et donc on a eu un procès, plusieurs séances qui se sont succédées, avec des tas de témoins que les deux parties ont invités. Et donc pendant tout le procès, c'était assez flagrant. Les juges avaient une attitude diamétralement opposée lorsqu'ils avaient en face d'eux un témoin cité par l'entreprise, enfin par les victimes, par les plaignants, et cité par nous. Et on a voulu profiter de cela pour faire la démonstration, et que c'était donc bien une justice de classe. Et donc, ils ne s'y attendaient pas. Nous avons fait citer à la barre des gens qui n'étaient en rien impliqués par l'action. Ce que nous avons appelé les témoins de moralité, qui sont tous venus dire que nous étions vraiment des braves garçons, que nous étions des gens qui ne détestaient la violence, qui nous connaissaient bien depuis longtemps, et que nous ne méritions en tout cas pas d'être traités de cette manière-là. Quand on avait des témoins de ce type-là qui arrivaient au tribunal, le président devenait fou.
Et nous avons eu notamment l'épouse du ministre Olef, qui à ce moment-là était décédée, Simone Olef, que je connaissais très bien évidemment. Donc elle est venue à la barre pour témoigner du fait que elle nous connaissait. Elle disait nous connaissons Raymond, il venait souvent à la maison. Et le président, Raymond, c'est qui Raymond? Ben, Monsieur Coumont. Ah, vous appelez Raymond? Ben, il s'était vraiment... Mais comme c'était l'épouse de Monsieur le ministre, ne pouvait pas non plus la traiter n'importe comment. Et donc, d'une grande politesse avec elle, en essayant aussi de l'enfermer dans des contradictions, ce qu'elle n'a jamais fait. Et à un moment donné, il a dit, mais Monsieur Olef était au courant de toutes ces actions, parce qu'on avait dit aussi qu'on avait mis des musiques-cassettes dans son garage. Elle dit oui, il était au courant. Et Monsieur Olef était déjà ministre du roi à ce moment-là. Ben oui, bien sûr. Et il était d'accord. Il était d'accord. C'est leur monde qui s'écroulait. Un ministre démocrate chrétien qui était d'accord de faire le receleur. Ça, c'était pas possible. Et les militaires dans le tribunal se bidonnaient comme des baleines. Hein. On se tait où je fais évacuer la salle. Tu vois l'ambiance. C'était... Et pour les militants, c'était énorme d'assister à un procès comme ça, dans lequel on se foutait de la justice. C'était de dire, on va déshabiller un peu le monstre, quoi. Hein, ces gens avec une bavette qui te regardent de haut parce qu'ils ont une robe noire. Bon, voilà, c'était assez comique. Et alors, c'était toujours cette présence, cette omniprésence de dizaines et de dizaines de militants. Il y a eu 7 ou 8 séances hein, à Nivelles. Et à chaque fois, le tribunal était plein à ras-bord et c'était pas toujours les mêmes. Ils ont vu fonctionner la justice de l'intérieur, quoi. Ce qui était pas mal. Nous avons fait un procès dans lequel nous avons revendiqué ce que nous avions fait. En disant, oui, on est entré par infraction, oui, il y a eu des bousculades et des coups qui se sont perdus, oui, il y a eu des noms d'oiseaux qui ont volé, oui, on a percé les pneus des camionnettes de la gendarmerie et des camionnettes françaises, et donc ça, on le revendique parce que voilà ce qui se passe en France. Pourquoi est-ce qu'ils viennent imprimer leurs cadavres en Belgique? Ce sont des briseurs de grève. Et ça, vous laissez faire. Votre justice, elle laisse faire ça. Donc, on vient en Belgique parce que des travailleurs sont en grève en France et qu'il faut faire leur travail en Belgique. Ça ne vous ennuie pas? Ça ne vous dérange pas? C'est pas illégal, ça? Mais non, il n'y a aucune loi qui interdit de faire ça. Voilà. Oui, donc en fait, la loi protège ceux qui ont déjà le pouvoir. Tout est bâti sur la propriété de l'entreprise. Le droit, ce qui est sacré dans tout ce que l'on fait dans le droit économique et dans le droit financier et dans le droit social, c'est de ne jamais mettre en cause la propriété des moyens de production. Et le jour où, par exemple, tu occupes une entreprise, tu es dans l'illégalité, puisque l'entreprise appartient à son propriétaire et que le propriétaire ne t'autorise pas à occuper les lieux pour autre chose que de venir y développer le travail pour lequel tu as été engagé. Simple fait de lutter pour une justice sociale, pour de meilleures conditions de travail et pour tout ce qui fait l'action syndicale dans une entreprise, tu es constamment au bord de l'illégalité. Donc, un système qui protège les intérêts des privilégiés et des dominants, pour faire en sorte qu'à un moment donné, on doive nécessairement passer dans l'illégalité pour défendre ses droits. Voilà. Votre justice n'est pas juste. Donc il faut la faire changer, quoi. Silence, à que se passe-t-il? Plus de cris c'est l'instant, plus de cris c'est l'instant, le tour silence en bondissant, hors du rire.
La voix que vous entendez en ce moment est bien celle du patron de Dubru, qui s'est fait filmer chez lui avec sa pianiste, à l'occasion d'un reportage de la RTBF sur le procès en cours. Dans le prochain épisode, on verra comment Raymond Coumont se retrouve contraint et forcé de quitter son poste de secrétaire fédéral de la CSC du Brabant Wallon. On parlera de conflits internes, de rapports à la violence et des combats que Raymond mène dans la suite de sa carrière. Il songe bien en combattant, qu'un œil noir te regarde.